Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Première partie. Langue de communication, langue de culture, un enjeu de la globalisation. Pour une prise de conscience EUROPEENNE. Heinz Wiesmann. La culture. Les fondateurs de l'Europe communautaire n'ont jamais voulu s'arrêter à la création d'une zone économique de libre-échange, conçue comme simple union douanière. L'union douanière n'était dans leur esprit que la première étape d'un redressement des pays européens, ruinés par la Seconde Guerre mondiale. Le redressement de l'Europe devait s'accompagner, au-delà de la paix, de la redécouverte de son unité de destin. Il s'agissait d'imaginer un avenir commun, en faisant fond sur la richesse indissociable de son héritage, autrement dit, de sa culture. Or, le modèle qui s'est imposé après un demi-siècle de construction européenne n'est pas celui-là. Ce modèle est pour le moment surtout fonctionnaliste, centré sur l'idée d'un grand marché à la fois réglé et ouvert, qui, dans ce but, promeut l'idée d'adaptation. Les États ont en effet eu fortement tendance à intégrer dans leurs systèmes économiques et sociaux, y compris dans l'éducation, la nécessité d'une intensification des échanges entre les pays, et pour cela, ils ont cherché à adapter de plus en plus les individus aux exigences de ce qu'ils considéraient comme le lien essentiel entre les sociétés européennes, à savoir les contraintes d'un marché décloisonné, internationalisé. Les contenus des enseignements nationaux en ont été changés en profondeur. Ils sont devenus de plus en plus formels. Ce sont des compétences techniques, aisément transposables en tout contexte qui ont été mises au premier plan. Le rapport de chaque société à son propre passé, à sa langue, à sa culture, à ses traditions, n'avait plus dans cette perspective qu'un rôle secondaire à jouer. Cette transformation a notamment affecté l'ensemble des matières enseignées, et ne s'est pas limitée aux seules traditions littéraires, fortement marginalisées. Les disciplines scientifiques ont été également atteintes et soumises à l'impératif d'une efficacité rapide, au prix de l'idée même d'une culture scientifique. Ce sont moins les mathématiques comme activité de l'esprit, comme histoire et invention de problèmes nouveaux qui ont été au cœur des programmes que les règles de résolution de problèmes. Et c'est un modèle de ce type qui a été appliqué au savoir littéraire et linguistique. La pédagogie n'a plus mis au centre les langues comme processus historique, mais les codes comme outils servant à faciliter les échanges. Aussi l'enseignement des lettres est-il devenu de plus en plus formel, et vise souvent à inculquer les concepts et les techniques de l'efficacité dans la communication plus que le retour critique sur les cultures passées et présentes. Paradoxalement, cette adaptation de nos systèmes d'enseignement à l'évolution du marché a trouvé un allié dans la critique moderniste de l'héritage culturel menée à partir des années 60 au nom d'idéaux démocratiques. Cette critique cherchait à abolir les privilèges sociaux, puisque la culture lettrée était la possession quasi exclusive des milieux bourgeois, puisque les valeurs qui s'y rattachaient, le bon goût, la sensibilité, l'élégance, servaient de signe de ralliement pour les prétendues élites et facilitaient leur auto-reproduction sociale, l'impératif d'égalité, disait-on, imposait qu'on en réduise drastiquement la place dans l'école. Mieux valait mettre au centre de l'enseignement des savoirs objectifs et mesurables, requérant des compétences qui ne dépendent pas d'une origine sociale. Cette critique reprenait en apparence les idéaux pédagogiques des Lumières tels qu'ils ont été exprimés dans l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, où, déjà, la part de la culture classique face aux acquis de la connaissance scientifique se trouvait fortement minorée. Mais elle les affadissait, puisqu'on s'est mis à transmettre des méthodes et des techniques d'application plutôt que la capacité à se forger une relation scientifique au monde, comme le réclamaient les encyclopédistes dans leurs attaques contre le collège de l'époque. Le savoir-faire, et non le savoir, est devenu dominant. Partant d'une critique de gauche, on adaptait en fait les individus aux nouvelles lois du marché. Cette critique de la culture comme porteuse d'inégalités rejoignait une autre critique, d'inspiration rousseauiste, voyant dans toute culture une relation inauthentique, aliénante pour l'individu. L'impératif de démocratisation impliquait que les individus soient libérés par l'école de toute forme de pesanteur venue du passé. Cette libération, par le rejet des formes héritées de l'autorité, est devenue un mot d'ordre dans les années 1960. La pratique intensive de la désublimation, la lutte contre la valorisation factice des produits de la haute culture et contre les normes esthétiques,
mais aussi éthiques et comportementales, qui les accompagnaient, visaient à libérer les individus des fascinations qui les détournaient d'eux-mêmes et les mettaient sous l'emprise d'une classe sociale dominante et autoritaire. Mais en barrant l'accès à cette culture, en la délégitimant au lieu d'en faire un instrument critique, on immergeait encore davantage les élèves dans un monde qui servait les intérêts de cette classe dominante, on les privait du recul qu'offre une pratique libre mais informée et compétente de l'héritage culturel. La critique de l'ancien modèle humaniste aidait ainsi le capitalisme à s'adapter à sa nouvelle situation internationale. Il avait besoin d'acteurs moins chargés de culture et davantage tournés vers des biens de consommation, en tout cas plus efficaces dans les échanges immédiats. Par une sorte de retournement ironique, la dénonciation rousseauiste de la violence liée à la culture et au savoir a contribué à la diffusion dans l'enseignement d'un modèle privilégiant une conception technique des savoirs et renforçant en réalité les inégalités. Le modèle humaniste ancien laissait aussi, il est vrai, peu de place tant à la spontanéité qu'à l'analyse et à la prise de distance rationnelle vis-à-vis des traditions. En effet, si l'on prend en exemple les formes modernes qu'a prises l'humanisme littéraire dans les traditions françaises et allemandes, on voit qu'il reposait sur une conception normative de la culture, quelles qu'aient été les visées émancipatrices qui ont pu présider à sa définition. L'humanisme traditionnel était donc dépassé de fait. Il était non seulement socialement et économiquement inadapté, mais ce qui est plus important, du point de vue de ses propres potentialités émancipatrices internes, comme chance idéalement donnée aux individus de s'approprier leur passé collectif et de le rejouer autrement dans leur propre histoire de manière à se constituer une liberté qui ne soit pas seulement formelle, il se trouvait transformé en simple alibi. Aucune restauration de ce modèle n'est donc à désirer, mais aucune résignation non plus, devant ce que, contre lui, on désignait comme étant la réalité contraignante du moment. Ces deux attitudes manqueraient la spécificité de la situation actuelle. Une certaine idée de l'Europe, comme espace avant tout économique, a ainsi fini par imposer son orientation à l'école. Nationaux, les systèmes éducatifs se sont rangés à la demande d'une intégration d'abord fonctionnelle des sociétés. Une définition plus riche et plus réaliste de cet espace commun, qui tienne compte des différents niveaux de l'intégration européenne, devrait entraîner d'autres choix quant aux priorités de l'enseignement. Nous n'avons pas à entrer dans le débat sur le niveau d'intégration institutionnelle qu'il faut donner à l'Europe, entre deux modèles diamétralement opposés que sont le modèle souverainiste d'une part, et le modèle fédéraliste d'autre part. Ce qu'il y a plutôt à souligner est que toute forme d'intégration politique, quelle qu'elle soit, requiert un troisième niveau, culturel. Le monde commun des citoyens ne saurait être purement fonctionnel. S'il doit être un monde partagé, il doit se référer à des valeurs reconnues qui orientent les discussions et les choix. Même le débat sur les différentes formes d'intégration politique n'a de sens qu'en ce qu'il renvoie à des expériences historiques mises en forme par les cultures. Les valeurs politiques ne sont pas hors histoire, elles proviennent des traditions normatives élaborées différemment par les sociétés européennes ou les groupes qui les composent. Pour parvenir à des valeurs communes, ces sociétés ont à comparer, à discuter leurs traditions, de manière à définir ce qui, en elles, peut valoir pour l'ensemble des partenaires. Ce troisième niveau d'intégration par la culture ne vient donc pas en plus. Il conditionne la réussite des deux premiers, économique et politique. Les langues. L'Europe se définit par et dans la pluralité de ses langues. En plusieurs sens. Ce ne sont pas seulement des langues d'origine, naturelles, différentes entre elles, mais aussi des usages spécifiques d'une même langue qui se condensent dans des idiomes remplissant des rôles définis. Langues utilitaires des échanges et langues formelles des usages spécialisés, notamment des sciences. La langue naturelle peut servir à l'élaboration de ces codes, mais elle change alors de fonction et produit des types de communication différents. Il est commun de voir dans la langue essentiellement un moyen de communiquer. Cette approche est excessivement réductrice et ne couvre en réalité qu'une faible partie des fonctions du langage. Très sommairement, nous pouvons dire que le langage remplit trois grandes fonctions. Une fonction expressive, une fonction stratégique et une fonction temporelle, distinction dont la vertu est surtout analytique parce que ces fonctions dans l'usage quotidien sont fortement intriquées. Il y a d'abord une dimension temporelle, historique de la langue,
qui est présente plus ou moins consciemment dans l'usage courant de la langue maternelle. En faisant quotidiennement l'expérience des usages différents de cette langue par nos proches, par les enseignants, les livres, les médias, les personnes rencontrées, etc., nous nous sommes acquis une compétence linguistique, nous avons intériorisé les règles de notre langue maternelle. Il s'agit bien de l'expérience partagée, sociale, d'un aller-retour permanent, d'une interaction puisque nous apprenons aussi en testant l'effet sur autrui de nos tentatives linguistiques. Nous ne sommes pas seulement sensibles à l'observation des règles d'un code. Quand nous écoutons, nous ne nous demandons pas simplement si le message transmis est bien formulé et si nous le déchiffrons avec exactitude, mais aussi si l'on a bien affaire à quelqu'un et non pas à une langue de bois, et si oui, à quelle personne, avec quelle histoire, quelle relation à la langue commune, à la vie, à la société. La communication n'est pas seulement affaire de clarté, mais de reconnaissance des individus entre eux, dans leurs particularités. Pour saisir dans la discussion l'individualité qui est en face de nous, nous supposons plus ou moins consciemment l'existence d'un fond commun, à savoir d'une culture partagée qui donne un contenu aux propos échangés. Cette culture sous-jacente permet à ces énoncés d'être compris, car grâce à elle, ils renvoient à des évidences supposées communes, supposées incorporées par les interlocuteurs en même temps que les règles de la langue. C'est par rapport à ce fond culturel que nous tentons de comprendre ce que la parole d'un autre signifie dans la situation particulière où il nous parle. Ce qu'il dit, et qui peut éventuellement être nouveau, singulier, se détache de ce fond commun qu'il mobilise, réactualise en fonction de l'événement que constitue la communication. Ces racines historiques du langage sont souvent très lointaines. Par exemple, le terme de laïcité renvoie au contexte historique de son élaboration. Laïcité, quand le mot existe dans la langue, n'a pas le même sens dans les pays de tradition protestante et dans ceux qui ont adhéré à la Contre-Réforme. Et même dans les pays catholiques, des différences énormes apparaissent selon que ces pays se sont dotés ou non d'une structure étatique forte, capable d'établir une médiation pratique et acceptée, comme en France en 1905, entre valeurs politiques et valeurs religieuses. Cette dimension historique inhérente à l'usage quotidien de la langue transmise, comme réactivation toujours possible d'un passé donné, oblige à distinguer nettement deux formes d'utilisation des langues. Parler pour s'exprimer n'est pas la même chose que parler pour obtenir quelque chose d'autrui. Quand la langue est utilisée de manière expressive, on mobilise une culture, un monde historique acquis pour tenter de se dire soi-même, avec tous les problèmes que pose la mise en relation du général et du singulier. Quand la fonction de l'usage est stratégique, c'est-à-dire vise une transformation de l'interlocuteur, prendre la parole pour convaincre, se faire reconnaître dans ses droits, impressionner, ordonner, la langue a un autre statut, elle sert d'instrument. Certes, pour être efficace, la parole doit mobiliser des éléments historiques et culturels. Et cela est intrinsèquement lié au fait de parler, mais la règle sera l'adaptation au contexte pour que le but visé se réalise. Ce n'est pas la relation entre soi et la langue et la culture, selon la dimension de l'authenticité qui sera interrogée, mais la possibilité d'un usage fonctionnel de la langue dans une relation réussie avec autrui. Ces dimensions langagières sont à penser ensemble. Obéissant à des logiques différentes, elles ne sont pas antagonistes mais complémentaires. Il est exceptionnel qu'un énoncé concret entre seulement dans l'une ou l'autre catégorie. Or, les théories modernes ont eu tendance à les absolutiser et à placer dans l'une ou l'autre de ces dimensions, stratégiques ou expressives, le fondement de l'activité langagière. La dimension pratique du langage, que la théorie antique du discours associée à la rhétorique, se trouve être souvent la seule prise en considération quand on parle de communication, comme si, selon un schéma linéaire, comptait seulement la relation efficace entre un locuteur et un récepteur, avec entre les deux le message et le code. C'est le schéma bien connu de la communication proposé par Roman Jakobson, qui isole les 6 facteurs constitutifs de tout processus linguistique. Le destinateur-émetteur envoie un message au destinataire-récepteur. Pour être opérant, le message requiert un contexte, le référent, ce dont on parle, un code et un contact. À chacun de ces éléments indispensables à la communication correspond un aspect du langage, une fonction, qui peut, selon les différents types d'énoncés, être plus ou moins mise en valeur. Le message peut être centré sur le destinateur, il met alors en œuvre la fonction expressive ou émotive du langage,
sur le destinataire, fonction conative, par exemple dans le vocatif ou l'impératif, sur le contact, fonction phatique, comme dans Allo, sur le contexte, fonction référentielle ou dénotative, sur le code, fonction métalinguistique, ou sur le message, fonction dite poétique. Ce schéma a été reproduit et utilisé un nombre indéfini de fois. Comme on l'a souvent remarqué, le modèle sous-jacent est celui d'une action technique réussie, selon la métaphore du télégraphe, ce qu'indiquent les mots de code et de message. Les différences qui surgissent entre les individualités mises en présence, entre les cultures qui, au sein d'une même société, donnent à chacun ses évidences propres selon ses appartenances sociales, les différences entre les codes, les sous-langues qui forment une langue donnée, ou les langues nationales elles-mêmes si l'on passe de l'une à l'autre, sont alors perçues comme autant d'obstacles s'opposant à une communication parfaite. Ce point de vue est évidemment restrictif, puisqu'il serait au contraire possible de voir dans ces différences des réalités historiques et sociales démultipliant par leur variété et leur richesse, les possibilités de l'expression et de l'échange. D'un plus, dans la diversité sémantique possible, on a ainsi fait un moins. L'usage stratégique de la langue n'est de fait pas aussi abstrait. La dimension stratégique du langage, qui a sa logique propre d'activité rationnelle visant un but, présuppose les dimensions non stratégiques. Les acteurs que la stratégie met en relation ne sont pas des sujets seulement calculateurs, jouant plus ou moins bien une partie en fonction de leurs intérêts, mais des individus entiers participant d'une même situation particulière qui a sa place dans l'histoire. Et s'ils décident à ce moment d'agir entre eux exclusivement comme les joueurs d'une partie, c'est une décision prise dans un contexte historique et individuel plus large. Au risque d'appauvrissement qu'il y a à limiter la communication à la seule stratégie, à faire du modèle fonctionnel succès-échec la dimension privilégiée de l'usage de la langue, correspond un risque d'appauvrissement inverse, parfaitement symétrique, si l'on se met à absolutiser l'autre dimension, celle de l'expression. Lorsqu'on ne se contente pas de dire que l'essence du langage transcende les conditions techniques d'un échange réussi, mais qu'on affirme en plus qu'elle se confond avec la révélation d'un sens toujours déjà présent, puisque nous sommes d'abord des êtres de langage, immergés dans le langage, on est tenu de conclure que les individus appartiennent, quoi qu'ils disent ou fassent, à la tradition où se déploie la vérité d'un sens révélé. À réduire le langage à sa dimension expressive, au nom d'une exigence de sens, d'un refus de limiter l'existence à la mise en œuvre plus ou moins réussie de fonctionnalités rationnelles, on opère de nouveau une restriction violente. Pas moins que dans le modèle technique, on fait du langage une chose. Non plus un instrument disponible, mais un donné qui s'impose hors de tout contrôle de la part des sujets, une présence impérieuse et révélée, comme en religion, qui requiert une adhésion immédiate. Nous sommes inclus dans une réalité déjà là, nous nous confondons avec notre appartenance culturelle. Or, la dimension expressive du langage est tout autant que la dimension stratégique, le lieu d'une activité pratique, impliquant des choix d'individus autonomes. Le sens de cette activité n'est pas l'appartenance, la défense d'une identité héritée. Elle interroge le passé linguistique et culturel, non pour s'y conformer ou s'y retrouver directement, mais pour le tester face à l'exigence de se comprendre et de se dire. Les deux réductions du langage à la dimension stratégique ou à la dimension expressive achoppent sur ce qui fait la spécificité du rapport à la langue maternelle, à savoir l'ouverture qu'elle offre à la réflexion, à l'invention, à une différence constitutive non pas d'identité donnée, nous face aux autres, mais d'individualités actives. La relation du je au nous étant toujours imprévisible. L'importance donnée à la langue maternelle, à ce qui fait qu'elle ne peut être remplacée par aucune autre, sauf accident précoce de la vie ou exil linguistique définitif, est étrangère à toute idée de clôture, d'enfermement. Au contraire, l'ancrage dans un matériau venu d'un passé particulier avec la liberté qu'il suscite, donne accès, au-delà des identités héritées, à une dimension véritablement universelle de la communication. La surestimation contemporaine du rôle fonctionnel de la langue met en cause la langue elle-même. En effet, si la langue n'a de valeur que comme support d'un échange réussi, comme langue de service, c'est l'idée même de langue qui est mise en question. Puisque l'échange est désormais mondial, il n'y a dans cette perspective plus aucun argument valable en faveur de l'enseignement de la pluralité des langues vivantes, même en décidant arbitrairement de se limiter aux plus importantes historiquement, celles qui ont vaincu les autres. Une seule devrait suffire à l'emploi, et ce ne serait que par habitude, par passéisme ou chauvinisme,
que l'on continue à enseigner les autres. Le défi que nous avons à relever est en réalité celui du caractère irremplaçable des langues de culture, car chacune opère une ouverture spécifique sur l'universel humain. Rien ne saurait se substituer aux ressources grammaticales et sémantiques qui se sont accumulées dans les langues historiques. C'est leur diversité même qui témoigne de la richesse inépuisable du rapport qui s'instaure entre les êtres parlants. L'Europe lui doit l'essentiel de ses réalisations. L'éducation. L'enseignement approfondi des langues, souhaitable à grande échelle, est d'abord un enjeu éducatif européen. Il est la condition d'une collaboration réussie entre des sociétés aux traditions différentes. Or, la langue n'est pas seulement un code, un support permettant à un message d'arriver à destination. Elle est d'abord une culture, à savoir un milieu historique, où chacun élabore ce qui compte pour lui et cherche à faire émerger quelque chose comme une identité dans une construction infinie, toujours ouverte, par laquelle il se projette dans l'avenir. La perspective ne peut donc être qu'interculturelle. Mais l'accès à l'interculturel passe nécessairement par la langue maternelle en tant que langue de culture, car elle ne peut être autre. Une langue de culture n'est pas un bastion fermé ou une arme de guerre. Elle n'incite pas au particularisme. Apprise, dans sa dimension innovante qu'est sa dimension historique, elle donne une idée de la dynamique par laquelle se sont formées les différentes cultures européennes et mondiales, ce que ne permet évidemment pas l'emploi de la langue comme langue de service. Prendre le parti des langues de culture implique une conception élargie de la langue. Si elle est culture, il faut considérer que ces variations, non seulement dans le temps mais aussi dans l'espace, font intrinsèquement partie de la langue, qu'elles ne puissent être prises comme des événements secondaires et accidentels, voire comme des dysfonctionnements que la science du langage pourrait négliger, en prétendant débarrasser son objet de tout ce qui vient perturber une communication réussie. À cet égard, les efforts conduits par le Conseil de l'Europe pour établir un cadre européen commun de référence pour les langues doivent impérativement être complétés en intégrant les dimensions culturelles et interculturelles de la langue et en dépassant la conception fonctionnelle, qui est effectivement la plus facile à mettre en œuvre parce qu'offrant des éléments mesurables. Enseigner une langue en tant que langue de culture ne saurait se limiter à enseigner le bon usage de la langue. Le travail sur la langue comme langue de culture offre à l'individu la possibilité de se situer par rapport à l'ensemble des mondes institués qui forment sa culture. La langue donne accès, face aux opacités du monde contemporain, à une existence autonome, non dépossédée d'elle-même. L'école de la langue, soumettant l'élève à un effort de déchiffrement, enseigne à sortir de soi en affrontant des énoncés d'abord obscurs, et par le fait même de se demander ce que cela veut dire, enseigne aussi à se réapproprier le sens proposé. La langue a ainsi une fonction émancipatrice et d'épanouissement, qui en fait un enjeu majeur de la lutte contre l'échec scolaire. Elle en est le passage obligé. La priorité dévolue à la langue n'a pas de finalité élitiste, mais vise au contraire la promotion d'une communauté réelle. La conception de la langue comme langue de culture pose alors la question de la place de la culture dans la construction européenne. La culture ne peut être définie comme un supplément d'âme, qui laisse tout le reste en place. Si elle est envisagée dans sa dynamique, à la fois historique et ouverte à une démarche vraiment critique, c'est-à-dire armée de toutes les possibilités inédites qu'offre un recours intelligent et libre au passé des langues et des cultures, elle apparaîtra comme la condition du succès des intégrations économiques et politiques du continent. Ce niveau d'intégration par la culture ne vient pas en plus. Il conditionne la réussite des deux autres. Toute forme d'intégration politique, quelle qu'elle soit, requiert un niveau culturel. Le monde commun des citoyens européens ne peut être seulement fonctionnel, c'est-à-dire technique, économique, et se traduire par une langue imposée à tous, qui serait également la langue commune des institutions, reléguant rapidement les langues de culture européennes au rang de dialectes. Ce projet, sous-jacent à beaucoup d'initiatives, n'est pas digne de l'Europe. Si notre monde doit être un monde partagé, il doit se référer à des valeurs reconnues qui orientent les discussions et les choix. Même le débat passionné sur les différentes formes d'intégration politique n'a de sens qu'en ce qu'il renvoie à des expériences historiques mises en forme par les cultures. Les valeurs politiques ne sont pas hors histoire, elles proviennent des traditions normatives élaborées différemment par les sociétés européennes ou les groupes qui les composent.
Pour parvenir à des valeurs politiques communes, ces sociétés ont à comparer, à discuter leurs traditions de manière à définir ce qui, en elles, peut valoir pour l'ensemble des partenaires. Pour l'intégration politique et juridique, elle ne peut trouver une légitimité reconnue que si elle s'appuie sur la confiance des individus, si ceux-ci sont suffisamment motivés pour faire éventuellement des sacrifices en faveur d'autres individus qui n'appartiennent pas à leur espace national familier. Une culture politique est ainsi à construire. La politique n'est pas fondée sur elle-même, sur sa propre efficacité. Elle repose sur des univers de convictions et d'aspirations qu'elle transforme en normes valant pour tous. C'est en ce sens qu'elle est autonome par cette transformation. Mais le niveau culturel conditionne aussi l'unité économique. Celle-ci ne s'est pas faite mécaniquement, mais au terme de longues concertations entre les représentants des États, qui ont procédé à une intégration qui fut plus négative que positive, puisqu'elle a surtout consisté à supprimer ce qui pouvait entraver la libre circulation des biens et des personnes. C'était donc bien un modèle culturel qui montrait son efficacité. La libération, la décision de ne plus fermer les sociétés, quitte à sacrifier des parties importantes de ces sociétés, ne s'est pas faite par la force des choses. Une culture qui se pensait comme moderniste, qui avait une longue tradition d'analyse et d'argumentation, s'est imposée dans les années d'après-guerre. Or elle se discute en tant que telle, en tant que recours à des valeurs ciblées, et surtout en tant que manière de décider de qui est réel. Quand on invoque la force des choses, pour justifier activement, par sa propre impuissance, une politique qui s'y conforme, c'est qu'on décide que la réalité consiste exclusivement en cette nécessité objective que l'on se donne pour loi. Or le niveau de réalité qui a ainsi été désigné et reconnu comme étant déterminant, décisif, et donc d'une certaine manière plus réel que les autres, à savoir le marché, n'est que partiel. Il n'englobe pas les dimensions des sociétés qui échappent aux tractations strictement économiques, éducation, santé, défense politique, et sans lesquelles le marché ne pourrait s'instituer. Il ne peut valoir comme absolu. Les sociétés sont ainsi amenées à interroger les relations possibles entre ces différents niveaux de réalité que sont les échanges économiques, les normes juridiques et politiques et les valeurs culturelles, et à décider de la forme que ces relations peuvent prendre. Sinon, elles s'enferment dans une guerre des mondes, économie contre politique, contre culture, etc., et dans des exclusives peu respectueuses de la complexité intrinsèque des sociétés contemporaines. Elles sont par là même inactuelles. L'éducation et la culture ne peuvent être des programmes européens que si elles se mesurent à leur véritable enjeu. C'est-à-dire si elles ne sont pas prises comme des positions de repli, venant adoucir un peu, compenser, les duretés d'un monde économique globalisé, mais si, en relation étroite avec l'ensemble du dispositif européen dans toutes ses dimensions, elles servent de lieu permettant de réfléchir sur sa complexité et d'y donner accès. De ce point de vue, on peut dire que la Convention internationale sur la sauvegarde et la promotion de la diversité des expressions culturelles est le processus qui a conduit à son élaboration et à son adoption par l'Assemblée générale de l'UNESCO le 20 octobre 2005, puis à sa ratification est tout à fait exemplaire. Mais elle n'est qu'une étape qui doit au plan européen se développer dans un processus plus général de reconstruction et de renaissance culturelle de l'Europe. Un point de départ possible est le constat que les cultures nationales européennes ne se sont pas construites indépendamment les unes des autres. Les singularités se sont affirmées par contraste, dans des relations souvent obtuses et violentes, dans des conflits entre formes religieuses, entre religion et savoir, entre systèmes politiques, entre classes sociales et entre emprises économiques concurrents. Mais en raison même de ces luttes, chaque culture européenne porte les marques de son interprétation des autres cultures. Ce souci d'une confrontation et d'une interprétation réciproque était commandé par les besoins du moment, selon les influences, selon les rapports de force entre les sociétés, les volontés de démarcation, d'imitation ou de suprématie. Une proximité résulte de ces échanges. Elle se fonde, historiquement, non sur la simple coexistence au sein d'un espace délimité et convoité, mais sur le fait que l'élaboration des cultures nationales, dans leur contraste, avait un même terrain historique. Toutes ces cultures se sont construites par le travail qu'elles ont accompli, différemment, sur un héritage partagé, antérieur à la division de l'Europe selon les confessions religieuses et les nationalités. Ce terrain a été l'Antiquité grecque et romaine,
dans ses phases classiques et dans ses phases tardives, avec la synthèse que le christianisme grec ou latin a tenté d'opérer entre tradition classique et tradition juive. Ce passé hérité, toujours reconstruit, recomposé, déformé, suscitant des appropriations, des recompositions nouvelles sur le plan juridique, politique, religieux ou esthétique, a servi de matériau pour un immense travail de civilisation. Les langues de culture se sont façonnées progressivement par leur relation au latin et au grec, relations pas seulement héritées mais reconstruites, rétrospectives, aussi bien pour les langues d'origine latine que les autres. L'Antiquité a été par là l'occasion d'une longue série de renaissances. Ce n'était pas un patrimoine géré en commun, mais la matière d'une tradition diversifiée et innovante. Les différents retours aux anciens qui ont ponctué l'histoire de l'Europe ont été l'instrument de modernisation radicale, qui ont changé le paysage culturel du continent. Une même référence historique traitée sur des modes divers et souvent fortement contrastés, a servi de base, jusqu'au milieu du XXe siècle, à l'élaboration des différentes cultures nationales. Une autre approche consiste à dire que l'Europe n'est pas la fille aînée de l'Antiquité. Les traditions juives et arabes ne sont pas moins imprégnées de cette culture qu'elles ont recomposée, interprétée. Elles sont par là entrées en discussion avec les cultures européennes. Cela, qui est souvent oublié par les défenseurs de l'humanisme classique, ne fait que souligner la nature interculturelle de la relation à l'Antiquité. La tradition qui nous rattache à cette culture autre n'est pas qu'occidentale. Cette redécouverte et cette réappropriation de l'ancien et de ses interrelations avec les cultures méditerranéennes pourraient fournir les moyens d'un rebond de l'identité européenne, identité qui n'est pas un donné, mais qui doit se penser comme un processus inachevé, à déployer dans une perspective ouverte comme pratique d'une interculturalité progressive. Cette réappropriation serait aussi un facteur d'intégration dans les sociétés actuelles. La reconnaissance mutuelle ne passe pas seulement par le seul respect des différences, dans une ignorance confortable, mais par la reconstruction de la genèse de ces différences issues d'un terrain historique commun. Un tronc commun d'éducation européenne devrait ainsi être centré sur la question des langues. Il peut se concevoir comme la réunion de 3 axes en un nouveau trivium, un cursus en 3 voies, correspondant aux 3 principaux types d'usage de la langue qui animent les cultures. Les langues comme langue maternelle, vivante, où se sont déposées les expériences des individus et des sociétés au cours de leur histoire et les ressources sémantiques permettant l'interprétation des situations historiques et la formulation de projets. Les langues formelles des sciences de la nature, dont la formalisation mathématique fournit le modèle. Les langues plus ou moins formalisées, terminologiques, des sciences ayant pour objet les relations interhumaines, sciences historiques, sciences sociales, sciences économiques, sciences juridiques. Comme le but est de permettre aux citoyens européens de s'orienter dans la culture contemporaine, marquée par l'utilisation différenciée de ces types de langage, l'axe central de ce trivium devrait être constitué par l'étude des langues de culture, au pluriel, envisagée d'un point de vue interculturel. C'est cette étude en effet, qui met les apprenants en situation de sujet historique, c'est-à-dire capable de déchiffrer des univers de sens différents et d'évaluer la nouveauté et la singularité d'une situation. Cela les aide à s'arracher à toute forme de dogmatisme. Face à un texte issu d'une tradition culturelle, même de la nôtre, rien ne nous est d'emblée donné. Pour en saisir le sens et en percevoir la particularité, nous devons nous donner une connaissance des usages plus anciens de la langue à partir duquel un tel texte a été formulé. La maîtrise des opérations assurant la compréhension des univers de sens variés que procure l'étude des langues de culture établit un lien fort avec les 2 autres branches du trivium, à savoir l'étude des langues formalisées, tant dans les sciences de la nature que dans les sciences de l'homme et de la société. Ces 3 formes de culture sont indissociables dans le monde contemporain, même si les langues naturelles détiennent le privilège de nous préparer à la compréhension et de nous permettre de la prolonger dans le débat. La découverte de la langue maternelle dans son développement historique vaut d'abord pour elle-même, puisqu'elle nous éclaire sur notre propre tradition langagière, sur notre culture. Mais comme geste de mise à distance, d'éstrangement dirait Montaigne, elle a une valeur plus générale et vaut pour le rapport aux autres univers linguistiques. Elle sert de propédeutique à l'ouverture sur d'autres langues, sur les langues vivantes d'autres cultures, mais aussi sur les langues formalisées qui entrent massivement dans les cultures actuelles.
La langue du par dit. Jean-Gabriel Ganachia. Préambule. L'exercice auquel je vais me livrer ci-après présente une difficulté particulière dans la mesure où, spécialiste des nouvelles technologies de l'information et de la communication, je suis plutôt ignorant en ce qui concerne les langues et a fortiori le plurilinguisme. Aussi, pour tenter de m'inscrire plus fortement dans le sujet, en dépit de mon incompétence, je vais m'essayer à l'exercice périlleux du plurilinguisme en parlant deux langues qui ne me sont familières ni l'une ni l'autre, celle de la théologie et celle de la linguistique. En effet, j'ai choisi de prendre pour fil conducteur de mon intervention l'idée de langue du paradis. A-t-il existé ou existe-t-il une langue parfaite, qui serait totalement transparente à tous, et qui faciliterait la communication au point d'éliminer toute résistance aux échanges interhumains? Pour reprendre une notion empruntée à la physique moderne, peut-on concevoir une langue supraconductrice dans laquelle se transmettrait instantanément et sans ambiguïté tout message? Afin d'éviter tout malentendu, je dois préciser ici que je n'ai aucune compétence en théologie. La notion de paradis que j'emploie correspond donc à l'acception commune d'espace de perfection, ou si l'on s'en remet à l'étymologie sémitique, à l'idée de jardin et de verger. De plus, et quoique cela n'interférerait pas avec ma communication, je dois confesser que je ne crois pas à l'existence d'un au-delà ou d'un refuge des âmes après la mort. S'il devait y avoir en moi une croyance au paradis, elle serait plutôt baudelairienne en ce sens qu'il s'agirait, comme je vais l'évoquer plus loin, de paradis artificiels. Langue adamique. L'évocation de la notion de langue du paradis appelle une première remarque. Donnée par Dieu, la langue du paradis primordial, du paradis d'avant la chute, est par définition unique et atemporelle. Puisqu'elle est parfaite et immédiatement comprise par tous, elle ne souffre aucune obscurité, aucune ambiguïté, aucune imprécision. Tous doivent pouvoir la parler également, et tout doit s'y exprimer aisément. En conséquence, il ne saurait y avoir place pour une pluralité de langues tant que cette langue originelle est parlée. Il ne saurait non plus y avoir dans ce contexte d'historicité possible. La langue en question est la langue des origines, donnée par Dieu. C'est la langue dite adamique, la langue que parlèrent les premiers hommes et en particulier Adam. À titre personnel, tant par goût que par mon appartenance à la corporation des informaticiens et plus généralement, des spécialistes des technologies modernes de communication, je suis tourné vers l'avenir. Je n'éprouve donc aucune nostalgie pour un passé immémorial. Qui plus est, cette table ronde est consacrée aux enjeux de la globalisation, c'est-à-dire de la modernité présente et à venir. Je ne parlerai donc pas plus avant de la notion de langue originelle. En somme, je me place d'emblée et résolument dans une perspective post-babélienne, c'est-à-dire postérieure à l'épisode tragique de la tour de Babel qui vit apparaître la pluralité des langues comme un fléau infligé aux hommes. Paradis artificiel. Bref, je ne parlerai pas des langues divines ou pures, mais seulement des langues idéales imaginées par les hommes, c'est-à-dire des langues artificielles et des paradis que ces langues sont censées faire advenir. En tant qu'ingénieur spécialiste des technologies contemporaines, je suis naturellement enclin à imaginer le paradis comme fabriqué, comme construit, comme le fruit du génie humain, en particulier du génie technologique humain. Dans cette éventualité, l'hypothèse d'une langue du paradis, ou plus exactement, d'une langue idéale et parfaite qui ferait éclore les fruits du verger relèverait de la seule volonté humaine. Est-on en mesure de fabriquer une telle langue? De créer de toutes pièces une langue parfaite qui aiderait les hommes à faire de ce monde un jardin? Cette question est ancienne. Raymond Lull, John Wilkins, Gottfried Wilhelm Leibniz, Louis-Lazare Zamenhof, l'inventeur de l'espéranto, nombre de penseurs ont rêvé de telles langues avant la seconde moitié du XXe siècle. Pour passionnante qu'elle soit, aucune de ces tentatives n'a vraiment abouti, aussi, par faute de temps, nous ne nous appesantirons pas sur elles. En revanche, nous essayerons de comprendre ce qui, dans le monde contemporain et dans l'ordre de la technologie, répond à ce projet de création de langues parfaites. Quels sont les projets de langues artificielles idéales conçus aujourd'hui? Et en quoi ces langues pourraient-elles prétendre se substituer aux langues naturelles? Telle est la question que nous posons ici. Notons que dans l'éventualité où une telle langue existerait, cela aurait des conséquences immédiates sur le plurilinguisme,
car on disposerait de ce que les spécialistes de traduction automatique appellent une langue pivot dans laquelle toutes les langues se traduiraient avec aisance, et sans perte d'aucune sorte. Nous pourrions donc soit réduire toutes les langues à cette langue parfaite, soit même supprimer ces langues pour ne parler ou n'écrire plus que cette langue pivot idéale. Langage de représentation des connaissances. L'intelligence artificielle a créé des langages artificiels dits de représentation des connaissances. Pour apprécier le rôle de la représentation informatique des connaissances, il suffit de se placer dans le contexte de ce que, suite à l'agenda de Lisbonne, en 2000, on appelle la société de la connaissance, c'est-à-dire d'une société dont la richesse se fonderait sur la production, la diffusion et l'échange de connaissances. Au plan formel, ces langages dits de représentation ont pour but de réaliser, pour reprendre l'expression de tableau logique des faits employée par Wittgenstein dans son Tractacus logico-philosophique, une sorte de tableau ou de film informatique des choses qui simulerait leur comportement sur des ordinateurs. Comme chez le premier Wittgenstein, celui du Tractacus, la véracité, c'est-à-dire l'adéquation d'une représentation à son objet, se mesure en termes de correspondance. Une représentation informatique est idoine s'il y a similitude entre la machine animée par cette représentation et ce qu'elle représente. Autrement dit, si le comportement de l'ordinateur, programmé par cette représentation, correspond d'une certaine façon au comportement des choses représentées. Et les langages dits de représentation des connaissances doivent faciliter la description informatique des connaissances. Plus précisément, ceci signifie qu'une représentation informatique des connaissances doit satisfaire 3 critères. Le premier, c'est l'adéquation logique. La représentation doit se formuler dans un langage artificiel clairement défini et dénoter avec précision et sans ambiguïté ce qu'elle est censée représenter. Le deuxième, c'est l'existence de procédures de traduction qui font passer des langues humaines à ces langues artificielles, puis de ces langues artificielles vers les langues humaines. Le troisième, tient la disponibilité de procédures informatiques aptes à utiliser et à transformer ces représentations, de façon à mimer les raisonnements que les hommes feraient à partir des connaissances représentées. Écueil de la représentation des connaissances. Or, l'expérience a montré qu'en regard de chacune de ces 3 exigences, adéquation logique, traduction, processus d'inférence automatique, surgissaient des écueils. En premier lieu, l'adéquation logique présuppose que l'on se contente d'un langage dénotatif. Pourtant, il se trouve que les machines, comme les hommes, recourent pour communiquer entre elles à des performatifs. Elles se donnent des ordres mutuels, fournissent des indications, poussent des exclamations. De ce fait, on a dû avoir recours à des formalismes inspirés par exemple des actes de langage de Searle qui ne se restreignent pas à une simple fonction descriptive. En deuxième lieu, il n'existe pas de procédure de traduction automatique des langues naturelles vers les langages artificiels qui soit vraiment satisfaisante. Sans nous étendre sur cette question, soulignons que les tentatives de construction de telles procédures reposaient sur l'existence d'un nombre fini et assez limité de catégories sémantiques dans lesquelles le sens aurait pu se décomposer. Or, l'expérience a montré que le nombre de catégories sémantiques était nécessairement très grand, voire peut-être infini, ce qui complexifie considérablement la construction de procédures de traduction. Enfin, en troisième lieu, il apparaît que les procédures de manipulation et de transformation des représentations doivent souvent reformuler les énoncés en faisant intervenir des termes absents de la formulation initiale. Le raisonnement ne se contente donc pas de transformer des suites de symboles, il fait surgir de nouveaux symboles qui ne se résument pas à la combinaison de symboles préexistants. Or, avec les langages artificiels, il est très difficile, voire même impossible, de concevoir de nouveaux symboles ou de nouvelles significations qui n'apparaîtraient pas comme la combinaison de symboles existants. Dimension formelle et dimension informelle. Pour surmonter les difficultés inhérentes à la représentation informatique des connaissances, les spécialistes d'intelligence artificielle ont décidé, à partir du début des années 80, de s'intéresser non plus au langage de représentation, mais au statut de la connaissance stockée dans les systèmes de traitement de l'information. Cela les a conduits à distinguer dans toute expression d'un langage de représentation 2 dimensions. Une dimension formelle où chaque symbole renvoie, au moyen de règles mécaniques exécutables par des machines, à d'autres symboles.
Cette dimension formelle est mise à profit pour concevoir des automates intelligents. On parle en termes techniques d'agents intelligents, capables par exemple de récupérer de l'information disséminée sur le web. Une dimension informelle, où les signes ne valent que relativement à l'interprétation que les hommes en font. Pour clarifier les choses, les ingénieurs ont été amenés à dresser des inventaires de symboles ou plus exactement de significations, que l'on appelle, en termes techniques, du mot formal choisi d'ontologie. Sans nous appesantir sur cette notion et sur l'inadéquation du terme ontologie, il convient de noter qu'en dépit de quelques tentatives anciennes, comme le système CYC conçu à partir de 1984, les ingénieurs n'ont pas cherché à dresser une ontologie universelle. Ainsi, le W3C, World Wide Web Consortium, à savoir l'organisme de régulation des choix techniques sur le web, n'a pas voulu bâtir une ontologie générale unie. Il s'est contenté de proposer un langage de description des ontologies qui inventorie à la fois les mots dont elles se composent et leur dimension formelle, c'est-à-dire l'ensemble des procédures mécaniques associées aux symboles. Pour les concepteurs de ce langage appelé OWL, ce qui signifie, outre le hibou en anglais, Ontology Weblogage, en français, langage de dontologie pour le web, les ontologies sont par définition multiples et provisoires. Ils se sont donc appliqués à décrire les relations entre ontologies, par exemple, l'enrichissement, la correction ou l'amendement d'une ontologie par une autre, sans privilégier une ontologie unie. Autrement dit, pour reprendre les termes de Tom Gruber, l'un des pionniers de ce domaine, les ontologies se présentent comme des traités ou des conventions entre les membres d'une communauté scientifique ou entre les praticiens d'une technique, à un moment donné de l'évolution d'une discipline. Elles sont donc provisoires et susceptibles d'être révisées. Langue du paradis, langue universelle ? En conséquence, et pour reprendre le fil de notre enquête, à ce stade de notre raisonnement, nous devrions conclure que les technologies de l'information et de la communication ne nous donnent pas accès au paradis. Plus exactement, puisque l'intelligence artificielle ne parvient pas à établir un unique langage de représentation des connaissances, elle ne nous fournit pas de langue idéale qui nous ferait accéder au verger fécond d'une communication parfaite et sans contrainte. Il résulte de ces difficultés à établir un langage de représentation des connaissances unique, qu'il existe une pluralité de langues artificielles. Cette pluralité répond d'abord à la multiplicité des ontologies, mais elle excède encore cette multiplicité, car ce ne sont pas simplement les lexiques qui varient, ce sont aussi les syntaxes sur lesquelles reposent les formalismes qui foisonnent au point que l'on a pu parler à une époque de jungle des formalismes. De plus, contrairement à la langue immuable du paradis, les langages de représentation des connaissances se transforment avec le temps. C'est même leur fonction que de refléter les évolutions des conceptions humaines, voire éventuellement de les stimuler. En d'autres termes, les langages de représentation des connaissances ouvrent sur l'historicité des langues formalisées et des langues techniques. Ils favorisent même cette historicité de langues perpétuellement en devenir. Langue de service, langue de culture. Si nous reprenons maintenant la distinction introduite par Heinz Wiesmann et Pierre Joudetz de Lacombe, entre langue de service et langue de culture, nous pouvons l'étendre au langage de représentation de connaissances. En effet, ceci se déploie sur 3 dimensions. La première dimension, la dimension formelle, où les interprétants sont déterminés par des procédures mécaniques, ne correspond pas à une langue à proprement parler, mais à un langage formel, et plus précisément à un langage de programmation d'ordinateur. La deuxième dimension se résume à l'échange et au partage des connaissances. Le langage de représentation définit alors une sorte de code commun autorisant la compréhension mutuelle entre les membres d'une même corporation. Ce langage de représentation des connaissances correspond à une langue de service au sens défini par Heinz Wiesmann et Pierre Joudetz de Lacombe, c'est-à-dire essentiellement à une langue de communication. Au demeurant, les connaissances disponibles sur Internet ne servent pas simplement à échanger ou à s'informer. Elles nous aident à reculer les frontières de notre ignorance, elles sont utiles aux chercheurs, elles permettent d'accroître nos connaissances, de modifier nos conceptions, de forger de nouveaux concepts et en conséquence, d'étendre les langues scientifiques et techniques. Bref, la troisième dimension de ces langages de représentation autorise leur évolution. Non seulement cette dimension des langues techniques répond de par son caractère historique,
à la notion de langue de culture, mais elle présuppose la maîtrise des langues de culture. En effet, comment forger de nouveaux concepts et les nommer si l'on ne maîtrise pas au moins une langue de culture? Comme nous l'avons vu, l'un des obstacles majeurs au langage de représentation en intelligence artificielle tient à la difficulté, voire à l'impossibilité de créer un nouveau concept, qui ne serait pas donné à l'avance, à l'intérieur d'une langue artificielle. Le paradis retrouvé. Au terme de cet exposé, nous serions tentés de dire que les technologies de l'information et de la communication ne procurent pas de langage artificiel susceptible de se substituer aux langues naturelles et de les réduire à un idiolecte uni. La conclusion que nous pourrions être tentés d'en tirer serait d'affirmer le besoin de plurilinguisme. Cette conclusion n'est peut-être pas fausse, mais je vous propose d'aller un peu au-delà. En effet, dans la tradition juive d'interprétation de la Bible, il existe 4 degrés de lecture du texte et conséquemment 4 strates de signification. À la première répond le sens littéral, dit en hébreu pshat. Cette première couche de signification s'attache à la lettre du texte, ce qui n'interdit pas l'interprétation, mais ce qui la contraint à se référer au texte. La deuxième strate de signification fait advenir le sens allusif, remé en hébreu, dans lequel chaque mot ne signifie pas uniquement par lui-même, mais par les rapprochements qu'il suscite entre les différentes occurrences de ses apparitions dans le texte. La troisième strate s'éloigne plus encore du texte et produit le sens dit allégorique, drak en hébreu, où les mots deviennent le prétexte à une interprétation qui se détache de plus en plus de la littéralité. Enfin, la quatrième strate de signification dévoile le sens secret, so en hébreu, où les lettres sont interprétées par des chiffres comme emblématiques d'un code secret. Ce quatrième niveau qui dégage le sens mystique du texte correspond à ce qui est connu comme étant l'interprétation kabbalistique. Or, ce que nous apprennent les spécialistes de la tradition juive de lecture de la Bible, comme Henri Atlan dont je me suis inspiré ici, c'est que les initiales des noms qui désignent chacun des 4 niveaux d'interprétation, à savoir pshat, remé, drak et so, forment en hébreu le mot PRDS qui se prononce pardes, ce qui donnera paradis en français, et qui signifie verger ou paradis selon le contexte. Ainsi, pour la tradition hébraïque, le paradis n'est pas accessible dans une langue idéale unique de communication, fût-elle universelle, fût-elle la langue adamique des origines ou la langue parfaite forgée par la technique humaine. En revanche, le paradis nous est donné au terme d'un travail inlassable sur le texte, à condition de maintenir la coexistence des différentes strates d'interprétation des langues et de respecter la tension qui existe entre elles. Il y aurait certainement beaucoup à dire pour notre propos, en prenant pour point de départ cette tradition. En guise de conclusion à ma contribution sur les technologies modernes du traitement de l'information et de la communication, je me contenterai de rappeler que le projet de langue de représentation idéale, parfaite et unique a fait long feu. On lui a substitué une pluralité de langages, qui ont chacun différentes dimensions. Chacune de ces dimensions correspond en quelque sorte à une strate de signification. Toutes ces strates demandent à être considérées conjointement, sans privilégier l'une au détriment des autres. C'est de leur tension dont se nourrit tant la réflexion que l'invention. Et de même que dans le cas de la lecture traditionnelle de la Bible, tous les niveaux doivent être pris en considération simultanément pour tirer le meilleur du texte sacré et faire éclore les fruits dans le verger du paradis. De même, dans le cas des technologies modernes, toutes les dimensions qui coexistent dans les langages de représentation et de communication des connaissances doivent être prises en considération, pour être susceptibles de tirer le meilleur de ce que la technologie moderne peut nous apporter, en particulier la dimension informelle qui correspond, comme nous l'avons vu, aux langues de culture. Henri Atlan, 1982, Niveau de signification et athéisme de l'écriture, la Bible au présent, acte du 20e colloque des intellectuels juifs de langue française. Umberto Eco, 1994, La recherche de la langue parfaite, édition du Seuil, collection Faire l'Europe. Wittgenstein, 1922, Tractacus logico-philosophique. Multiculturalisme, plurilinguisme et emploi, nos responsabilités. François-Xavier Daligny. L'exposé qui suit a pour objet de présenter quelques expériences personnelles récentes provenant de la vie professionnelle et d'en tirer les enseignements. Pour cela,
je m'appuierai sur la pratique quotidienne du plurilinguisme et du multiculturalisme à laquelle me conduit ma vie professionnelle. En 2 mots, j'ai travaillé pendant plus de 20 ans pour la plus grande banque allemande, la Deutsche Bank, à Francfort, à Londres et enfin à Paris où j'ai été le directeur général pour la France de cette maison pendant une dizaine d'années. Je suis maintenant à la Société Générale, où je représente notre président auprès des directions générales de grands groupes allemands et autrichiens, afin de développer avec eux nos relations d'affaires dans le monde entier. Comme chacun d'entre vous qui a sa forme personnelle d'engagement associatif dans la vie de son pays, j'ai par ailleurs l'honneur d'être président de la Fondation pour le développement de l'enseignement international et membre du conseil d'administration de la Chambre franco-allemande de commerce et d'industrie. Tout d'abord donc, quelques expériences récentes sur le seul sujet du plurilinguisme. Je reviendrai plus tard sur la question, encore plus fondamentale dans la vie professionnelle comme dans la société, du multiculturalisme. Lors du recrutement d'un débutant, pour une fonction assez générale, que nous venons d'effectuer à Londres, la maîtrise de l'anglais y est évidemment indispensable. Nous avons embauché un jeune Français. À qualité à peu près comparable à celle des autres candidats, c'est sa connaissance de l'allemand qui a fait la différence. Cette différence s'est donc faite au bénéfice d'un Français, affecté à Londres et parlant couramment allemand. Un grand groupe industriel international français vient d'embaucher, là encore, un débutant français, et ce sur le critère, dans le cas d'espèce incontournable, de sa maîtrise de l'allemand, en plus de l'anglais bien sûr. Il s'agit en effet de pouvoir négocier les contrats avec les fournisseurs allemands de ce très grand groupe. J'étais cette semaine à Berlin pour achever avec le président d'un de nos clients la négociation d'un contrat important, qui était pratiquement gagné. Notre spécialiste de la question, un homme de l'art sur le sujet concerné, ayant quitté la banque peu de temps auparavant, j'ai dû emmener avec moi un autre spécialiste qui ne parle qu'anglais. Eh bien, nous avons perdu ce contrat qui, comme je l'ai indiqué, était quasiment gagné, au motif que mon client et ses équipes, qui parlent pourtant anglais, souhaitent traiter avec des gens parlant allemand, leur langue maternelle. C'est aussi l'histoire récente du président français d'une des plus grandes entreprises françaises qui, parlant naturellement anglais, reçoit à Paris le président de sa banque anglaise. Ce dernier commençant à s'exprimer en anglais, le président français lui dit « Mon cher ami, vous êtes à Paris au siège d'un groupe français, nous parlerons bien sûr en français. » Le président anglais, qui était venu à Paris spécialement pour ce rendez-vous, ne parlant pas français, l'entretien s'est terminé là. Les douloureux événements du 11 septembre 2001 ont eu de nombreuses conséquences. Certaines sont moins connues que d'autres, comme celle-ci. Alors qu'auparavant un nombre plutôt limité de cadres d'entreprise prenaient l'avion et se rendaient à des réunions à l'étranger, ces déplacements ont été immédiatement remplacés par des conférences téléphoniques internationales. Les marchés financiers l'ont d'ailleurs aussitôt anticipé, les actions des sociétés organisatrices de ces conférences téléphoniques ayant en effet été les seules à monter en bourse dès le 12 septembre. Mais qui dit conférence téléphonique, dit possibilité d'y associer un beaucoup plus grand nombre de participants que le nombre limité de cadres que je viens d'évoquer. Autrement dit, un nombre infiniment supérieur de salariés a brutalement soit eu la chance de, soit été confronté à la nécessité de devoir parler des langues étrangères. Et c'est là que les insuffisances linguistiques, jusqu'ici souvent insoupçonnées de très nombreux salariés, c'est donc devenu un problème de masse, sont apparues au grand jour, avec les conséquences que vous imaginez sur leur carrière, leur rémunération, etc. Il ne faut pas croire que ces exemples soient isolés ou rares, et que j'ai eu de la peine à les trouver. Je pourrais citer une multitude de situations de ce genre, tirées de la vie professionnelle quotidienne. Que nous montrent-elles et quelles conclusions devons-nous en tirer ? Les deux premières montrent à quel point à notre époque, la seule maîtrise de l'anglais peut ne plus suffire pour obtenir un premier emploi. La connaissance approfondie d'au moins une seconde langue étrangère est, dans la compétition en matière de compétences linguistiques pour un emploi, le facteur qui fait la différence par rapport à la multitude de jeunes candidats qui ne parlent qu'anglais. Ceci était évident dans le deuxième exemple, mais ce l'est encore plus dans le premier puisque nous n'avions pas particulièrement l'intention d'affecter ce jeune au suivi de notre clientèle germanique. Ces deux exemples sont articulés autour de l'allemand et de l'anglais. Mais vous imaginez facilement qu'ils sont tout aussi probants dès lors qu'il s'agit d'autres langues,
par exemple du chinois et de l'anglais. Les situations 3 et 4 soulignent une autre face, un autre angle du même sujet. La maîtrise de langues étrangères ne se conçoit pas au détriment de la langue maternelle. Le président allemand du troisième exemple et son collègue français du quatrième ont certes pour des raisons différentes, en effet affirmé une sorte de primauté de leur langue maternelle. Les dirigeants ou les salariés qui ne peuvent, ou ne veulent tenir compte de ce facteur perdent des contrats ou voient à court terme leur emploi, leur carrière, au minimum, mis eux en danger. La conséquence que je vais en effet tirer du troisième exemple est bien sûr que je ne vais dorénavant plus faire appel aux spécialistes que j'ai emmenés à Berlin. La situation numéro 5 nous interpelle tout aussi profondément, car il y va à l'évidence, je n'ai pas besoin de me perdre en de longues explications, d'une des facettes du vaste sujet de l'égalité des chances. En un mot, donner à nos jeunes l'accès efficace, dès le plus jeune âge comme cela est déjà dit par ailleurs, à 2 langues étrangères est absolument déterminant en matière d'emploi, et partant d'égalité des chances, ainsi que de succès économique quotidien. Je n'ai parlé jusqu'ici que du plurilinguisme. Plus important encore est, dans la vie des affaires, le sujet du multiculturalisme, dont le plurilinguisme est bien évident la composante majeure. De quoi s'agit-il ? Bien sûr pas de culture artistique. Pour être bref, on peut dire qu'il s'agit ici 1. D'admettre sans porter de jugement de valeur. 2. De respecter et 3. De tenir compte dans la façon de se comporter et de s'exprimer de ce que chaque peuple a une culture différente. Si l'on veut bien y réfléchir quelques instants, voir les choses de cette manière ne va pas autant de soi dans la vie quotidienne que cette définition peut le laisser croire. Mais si l'on veut bien considérer ce que cela veut vraiment dire plus spécifiquement dans la vie quotidienne professionnelle, alors les enjeux en termes d'emploi, de succès des entreprises ou encore d'attractivité du territoire apparaissent en effet dans toute leur ampleur. Car les cultures de direction des entreprises, les cultures d'approche et de solution des problèmes, les cultures de démarche stratégique, les cultures de mode de prise de décision, les cultures de comportement et d'attitude, parfois même seulement physiques, des individus, etc., sont bien sûr très différentes d'un peuple à l'autre. Et c'est donc prendre une responsabilité considérable, en matière de morale comme d'efficacité économique, que de traiter ce sujet à la légère en se satisfaisant des clichés habituels et faciles. Je voudrais attirer ici l'attention sur 2 points particuliers que j'ai volontairement choisis très différents l'un de l'autre. Il est scientifiquement démontré que lorsque 2 individus de pays différents communiquent entre eux dans une langue tierce, le plus souvent bien sûr l'anglais, en moyenne 50% du contenu technique et émotionnel des messages qu'ils se transmettent sont perdus. C'est évidemment catastrophique quand il s'agit de négocier un contrat. Mais comment pourrait-il en être autrement dès lors que, langue et culture étant très profondément imbriquées, ces 2 individus, ayant recours à une langue tierce, se meuvent sur un terrain qui n'est celui de la culture ni de l'un ni de l'autre. On retrouve d'ailleurs ici, peut-être pas tout à fait par hasard, l'un des aspects macroéconomiques du rapport, évoqué par des orateurs précédents et commandé par le Haut Conseil de l'évaluation de l'école au professeur François Grain, et qui chiffre à 10 € moins 18 milliards par an l'avantage que retire la Grande-Bretagne de la position dominante de l'anglais. Les statistiques montrent que 70% des rapprochements transfrontaliers d'entreprises sont des échecs, pour leurs salariés comme pour leurs actionnaires, pour leurs clients comme pour leurs fournisseurs. Certains se rappelleront à cet égard qu'il y a une dizaine d'années Renault a voulu, sans succès, se rapprocher de Volvo. Après s'être penché sur les raisons de cet échec et avoir procédé, parfois avec le concours du CNRS, confère professeur Philippe Diribarne, aux analyses qui s'imposaient, Renault est arrivé à la conclusion que la principale raison en avait été l'ignorance de la différence de culture, mode de décision, approche des problèmes, etc., comme indiqué précédemment, qui s'était manifestée au cours des négociations. Renault a su en tirer toutes les conséquences. Les négociations ultérieures avec Nissan ont été réussies et conduisent au succès que vous savez. Or, on ne peut pas sérieusement prétendre que la culture française soit plus proche de la culture japonaise que de la culture suédoise. Ces quelques constatations et observations tirées de la vie quotidienne et réelle nous montrent à quel point nous sommes ici au cœur d'une multitude de problèmes et de défis actuels de nos sociétés et de nos pays, en particulier au sein de l'Union européenne, notre colloque ne s'appelant d'ailleurs pas sans raison,
Assises européennes du plurilinguisme. Comme indiqué précédemment, il s'agit ni plus ni moins d'emploi, d'égalité des chances, de compétition des savoirs, de mobilité ou encore d'attractivité du territoire, ce n'est pas peu. Il en résulte que les pays, et en particulier les systèmes d'éducation, qui ne mettent pas en place dès le plus jeune âge un enseignement efficace de 2 langues étrangères portent à cet égard une très lourde responsabilité vis-à-vis de leurs propres enfants. L'importance des enjeux, que j'ai essayé d'aborder avec vous sous l'angle de la vie des entreprises, est telle que l'on peut se demander si la tâche n'est pas insurmontable. L'anglais n'aurait-il pas déjà définitivement gagné la partie ? Et s'il existe des solutions ? Permettez-moi ici de quitter le terrain de la vie professionnelle et de m'engager sur celui de mes responsabilités au sein de la Fondation pour le développement de l'enseignement international. Pour résoudre le problème, il convient bien sûr de s'attaquer à ses racines, c'est-à-dire s'y prendre dès l'école primaire. Je suis fier que mon pays pratique, depuis plus de 50 ans au lycée international de Saint-Germain-en-Laye, le modèle des sections internationales, modèle auquel la France a associé entre-temps 13 pays du monde entier et qu'elle a particulièrement formalisé dès 1981. Ce modèle, y compris le baccalauréat qui en est l'aboutissement, l'option internationale du baccalauréat, OIB, souffre malheureusement d'un déficit de notoriété absolument ahurissant et préjudiciable. Et ce, alors que l'expérience de 50 années montre qu'il répond, mieux que tout autre en Europe, et en particulier mieux que l'international baccalauréat, communément appelé IB ou bac de Genève, ou encore que tous les autres modèles spécialisés, avec efficacité voire excellence aux défis auxquels nos entreprises sont confrontées en matière de multiculturalisme et de plurilinguisme et que j'ai décrit tout à l'heure. Je ne peux que regretter amèrement qu'une fois de plus mon pays fasse certes œuvre de progrès au profit de tous, mais qu'il n'assure pas la promotion de ce progrès, en particulier pas en faveur de ses propres concitoyens. Permettez-moi d'éclairer brièvement le modèle des sections internationales et de l'OIB, à la lumière des différents aspects de la vie professionnelle que j'ai abordés tout à l'heure. Plurilinguisme. Ayant eu accès au seul modèle spécialisé débutant dès l'école primaire, les jeunes en ressortent en général au minimum couramment trilingues, voire quadrilingues. L'expérience montre que cela leur donne les armes les plus efficaces pour postuler avec succès aux meilleures universités étrangères, comme à des premiers emplois de qualité. Ils sont les premiers à en profiter, voir ici l'égalité des chances, tout autant que leur pays. Multiculturalisme. Ayant été habitués à pratiquer le multiculturalisme dès le plus jeune âge et d'une manière pacifique, ils sont évidemment, pratiquement les seuls enfants au monde, à être préparés avec une telle efficacité aux défis du multiculturalisme dans la vie professionnelle. Je forme les vœux pour que les différents ministères compétents dans nos pays développent le modèle des sections internationales, afin de répondre efficacement, au profit de tous les jeunes et de nos générations futures, aux insuffisances, aux échecs et aux défis auxquels nos pays sont confrontés. Ce développement mériterait, à mon avis, d'être conçu de telle manière que les établissements scolaires à section internationale soient en quelque sorte le fer de lance de l'enseignement des langues dans leur zone géographique, une idée que le Parlement français a d'ailleurs retenue dans la loi d'orientation scolaire adoptée cette année. Au-delà de cette ambition, permettez-moi pour conclure d'en formuler une autre, qui lui est d'ailleurs liée compte tenu des spécificités de ce modèle. Parmi les nombreuses évolutions de notre temps se trouve celle de la mobilité professionnelle internationale. Les salariés des entreprises qui peuvent en profiter y trouvent des avantages financiers mais surtout, ils s'y enrichissent suffisamment sur le plan humain pour vouloir absolument trouver des solutions aux défis familiaux que représente une expatriation pour quelques années. Rarissimes sont ceux qui prétendent le contraire. Dans ce contexte, trop peu nombreux sont les enseignants expérimentés qui marquent un grand intérêt personnel pour cette évolution. Pourquoi les enseignants seraient-ils différents des autres salariés ? Je forme donc également les vœux les plus ardents, pour que soit concrètement encouragée la mobilité internationale de longue durée d'enseignants expérimentés. SPRACHENLERNEN in Deutschland, Aus der ICCHT in SSCHULBUCHVERLEGERS. Michael Klett. Et hat sich Gese,
das sich in Deutschland das Erlernen fremder Sprachen angesichts der europäischen und der globalen Herausforderungen als Durchwegen befriedigen darstellt. Mag sein, dass dies innerhalb des pädagogischen Milieu der Schulen und der dafür zuständigen Behörden nicht so gesehen wird. Aus der Sicht der Wirtschaft und durch der Wissenschaft ist das ein Tatbestand, der vielen gedelichen Entwicklungen im Wege steht. Mir scheint, dass dafür 3 Gründe eine Rolle spielen. Europa ist noch nicht europäisch genug, ist aber auch noch nicht globalisiert genug, als das in einem großen Land lebenden Bürger einsehen, die Kenntnis mehrerer Fremdsprachen wird für ihr beruflich Fortkommen wichtig sein. Man glaubt mehrheitlich immer noch, dass man mit Englischkenntnissen an der eigenen Sprache Karriere und beruflich Auskommen bestreiten kann. In diesem Zusammenhang ist die am kommunikativen, nicht am nützlichen orientierte Motivation, die Jack ein unwesentlicher Faktor ist, in der Tendenz höher hedonistisch gestellt, als dass sie mit dem Ernst des Lebens zu rechnen hätte. Das sieht man insbesondere am Zuwachs des Spanischen und in geringerem Maß des Italienischen, Sprachen mit deren Kenntnis sich nennenswerte berufliche Karrieren, derzeit jedenfalls schwer vorstellen lassen. Diese mit den beiden ersten Punkten hängt zusammen. Die didaktischen Konzepte an Schulen passen höher zu den 70er und 80er Jahren als zu den Zeitlaufen, in denen wir uns jetzt bewegen. Im Folgenden will ich im Wesentlichen auf die didaktischen Verhältnisse eingehen, wie sie für die Schulen bis zum Abitur gelten, und mit einigen Bemerkungen über Motivationslagen und das Lernen der Erwachsenen schließen. Wie überall in Europa, haben wir mit einer hohen Prävalenz des Englischen zu tun, das neuerdings in allen Bundesländern in der 3. und 4. Klasse also ungefähr im 8. und 9. Lebensjahr gelehrt wird, außer in Baden-Württemberg, wo die Kinder schon in der 1. Klasse also mit 6 Jahren mit dem Englischen beginnen. Gibt noch eine kleine Besonderheit. In Baden, Rheinland-Pfalz und im Saarland als Grenzländern zu Frankreich wird Französisch als erste Fremdesprache in der Grundschule gelehrt. Das Englisch hat also eine Verstärkung erfahren, ohne dass das Folgen für das didaktische Konzept der weiterführenden Schulen hätte. Gegenwärtig weiß man noch nicht, dass das Englischlernen in der Grundschule erst seit wenigen Jahren existiert. Ob die Sprachkompetenz der Schüler am Ende ihrer Schulzeit im Englischen dadurch verbessert wird oder nicht. Die französische Sprache geht, leider, zurück, während die Spanisch ansprechen zunimmt. Das Französische ist aber immer noch sehr prominent, an zweiter Stelle nach dem Englischen. Immerhin lernen noch in deutschen Gymnasien über 1 Million Schüler Französisch, gegenüber 2,24 Millionen, die Englisch lernen. Allerdings versteckt sich in dieser Zahl das Französisch lernen als zweite und auch als drittfremdesprache, da das Englisch fast immer mit schwerer Konkurrenz zum Lateinischen als erster Fremdesprache gelehrt wird. An den anderen Schularten, den Real- und den Hauptschulen, wo etwa mehr als 1 Million Englisch lernen, fällt das Französische weit zurück. In allem gerechnet, also auch weitere kleiner Schularten, Privatschulen und so weiter einbezogen, lernen 68,4% Englisch, 18,4% Französisch, 8,2% Latein und 2,1% Spanisch aber mit scharf steigender Tendenz. Diese Aufführung von statistischen Größen gibt aber nur eine ungefähr Vorstellung davon, wie wirklich aussieht. Von erfahrenen Englischlehrern weiß ich, dass Kinder, die zwischen 6 und 8 Jahren Englisch in den Sekundarschulen lernen, nach 3 bis 4 Jahren das Interesse am intensiven Lernen der Sprache verlieren und sich mit einer einigermaßen kommunikativ nutzbaren Gebrauchsform zufrieden geben. Ich schätze, dass das etwa 80% sind. Wenn wir an den Unterschied zwischen Kommunikation und kultursprachlicher Kompetenz vor Augen führen, dann würden nur noch 20% auf ein kultursprachliches Niveau kommen. Bei diesen 20% handelt es sich Schüler, die entweder eine gewisse Begabung haben oder sie haben deutliche Vorstellungen über ihren künftigen Berufsweg und machen sich deshalb an eine starke sprachliche Kompetenz heran. Leider habe ich solche Erfahrungen für das Französische nicht sammeln können. Aber dass sich die französische Sprache sehr viel schwerer als Communication-Sprache erlernen lässt, wenn das überhaupt möglich ist,
IST zu vermuten, das Kinder, die Französisch lernen, während ihres schulischen Spracherwerbs sich innerlich von dem Erwerben einer gewissen Kompetenz nicht weniger verabschieden als die Englischlerner. Wäre dann aber so, dass die bis dahin erworbenen Französischkenntnisse einfach liegenbleben BZW, vergessen werden. Immerhin lernen ja aber doch 15% der Schüler Französisch bis zum Abitur. Weil dem muss gesagt werden, das engagiert, leidenschaftlich Lehrer in jedweder Schulform in Einzelfällen immer wieder erstaunlich leisten an Kinder zur Welt bringen können im Erwerb einer für deutsche Verhältnisse ja doch besonderen Sprache wie der Französischen. Aber statistisch dürfte das nicht sonderlich ins Gewicht fallen. Da die lateinische Sprache nicht mehr das abstrakte strukturell, das Sprachgeru gegenüber der eigenen, aber auch anderen modernen Fremdsprachen darstellt, stellt sich natürlich die Frage, wie diese wichtige Bewandtnis kompensiert werden soll. Kann das dadurch geschehen, dass man die Eigensprache als grammatisch, syntaktisch groß abstrakter und distanzierter zu lernen hat als bisher? Oder sollte diese Würde einer modernen Fremdsprache übertragen werden? Aber und das scheint mir wesentlich. Ein Konzept, das zumindest eine europäische Zweisprachigkeit in breiter Form erstellt, bedarf eines didaktischen Schritt, wie Jaschen Bischer die lateinische Sprache gelesen hat. Was nun die didaktische Perspektive angeht, so bedarf einer optimalen Ökonomie des Sprachenlernen an Schulen, da diese, wie gesagt, derzeit unbefriedigend ist. Wir Schulbudgetverleger schätzen die Lernzeit für Fremdsprachen an Gymnasien zwischen 20% und 25% von allem, was gelernt wird. Bei real und Hauptschulen ist es etwa weniger, man rechnet hier ça, mit 15%. Diese Zeit optimal zu nutzen, ist eine didaktische Teilung des Sprachenlernens vorgeschlagen worden, die mir sehr viel versprechen zu sein. Dies würde bedeuten, dass das bisherige Sprachenlernen einer sehr starker, prononcierter in Richtung Kulturpraxis didaktisch ausgebaut wird, andererseits eine neue Didaktik für das Lernen einer Sprache als Communication-Sprache entwickelt werden muss. Wenn die kultursprachliche Vertiefung, wie wohl ziemlich auf der Hand liegt in den Bereichen der Grammatik, der Idiomatik aber auch der Landeskundlichen und der Geschichte wie möglicherweise des Anbietens gewisse fachsprachlicher Elemente lang, so wird das ganz anders bei einer Communication-sprachlichen Didaktik. Die Vermehrung situative Lebensumstand, die deutliche Zurücknahme der grammatischen und syntaktischen dafür aber viel Konversationsdrill und überall ausgefeilte Konversationsschleifen wären hier wichtig. Dergleichen wird das Landeskundlich sehr viel sparsamer einzusetzen, wie leicht, dass der politischen Aktualität ein gewisser Spielraum eingeräumt wird. Diese Didaktik würden methodisch Praktiken, Natur- oder Direktmethode, zu folgen haben. So viel ich weiß, gibt es in Holland und in skandinavischen Ländern bereits gewisse Erfahrungen mit diesem didaktischen Segment. Eine mündliche und eine bescheidene schriftliche Sprachkompetenz lässt sich bei der Konzentration auf das Kommunikativ-Sprachenlernen für das Gymnasium voraussichtlich in 3 Jahren bewältigen lassen. Bei einer derzeitigen achtjährigen Schulzeit könnte parallel dazu eine weitere Sprache als Kulturpraxis gelehrt werden, entweder parallel oder sequentiell, was bei dadurch ihrer Stundenzahl ein gut Gewähr für eine kultursprachliche Kompetenz bringen dürfte. Gibt auch Vorschläge nicht nur ein, sondern 2 Fremdsprachen kommunikativ zu vermitteln, womit die Aussicht bestünde, tatsächlich eine gewisse Mehrsprachigkeit herzustellen. Ein solcher Schritt wäre aber wohl erst einmal den Erfahrungen vorbehalten, die mit der vorgeschlagenen Differenz einer Sprache als Kulturpraxis und einer als Communication-Sprache zu machen wären. Ist darauf angewiesen worden, und das halte ich für wichtig, dass diese 2 Formen des Sprachenlernens die Sprachlernkultur einer Schule im Gesamten ausrodentlich befördern würden. Wenn ist und bleibt ein Problem, dass viele Kinder frustriert die Schule verlassen, weil sie viele Jahre lang eine Sprache gelernt haben, viel über das Land, seine Kultur, seine Geschichte wissen und dennoch außerstand sind, in diese Sprache zu kommunizieren. Ich bin überzeugt davon, dass ohne didaktisch Süten, wenn ein solche Doppelform in einer Schule einmal geben sollte, das kultursprachlich Lernen ganz von selbst kommunikative wird. Bevor ich noch einmal kurz auf die Probleme in dieser aktuellen Lage zu sprechen komme, noch ein Wort zum Erlernen von Fremdsprachen durch Erwachsene. Das statistische Bild ist naturgemäß diffus.
gibt ziemlich viel auch kleine Anbieter. Der größte Andessen gibt aber Anhaltspunkte, es sind die Volkshochschulen, eine halbstaatliche Einrichtung der Erwachsenenbildung. Sie bilden ungefähr 50% der erwachsenen Sprachlerner weiter. Wenn man jetzt auch andere Einrichtungen wie Sprachschulen, Sprachlehrzentren der Universitäten und so weiter hinzurechnet, sind es schätzungsweise 4 Millionen Belegungen von Fremdsprachenkursen. Englisch ist mit 30% hier der große Teilbereich. Im Vergleich zu den Grundschulen und Sekundarschulen, die, wie gesagt, mit über 60% das Englisch vermitteln, ist also wesentlich weniger. Wenn wir einmal Deutsch als Fremdesprach mit 18% Beiseit lassen, das ist das Sprachlernen für Immigranten, übrigens mit scharf steigender Tendenz, teilen sich Spanisch, Italienisch und Französisch lerner den Rest, all mit etwa über 10%. Der Sprachmarkt für Erwachsene wächst langsam, was ein Schönzeichen dafür ist, dass Motivation und Interesse, fremde Sprachen zu lernen, zunehmen. Dennoch ist dies für mich immer noch ein großes Problem. Die Motivation für das Lernen von Fremdsprachen reicht noch lange nicht aus. Abgesehen davon, dass, wie gesagt, der Nutzen für Karriere und Beruf nicht an Englisch gesehen wird, ist die professionelle Migration innerhalb Europa nicht richtig ins Bewusstsein der Deutschen und möglicherweise auch der Franzosen oder Spanier getreten. Der Charme des anderen Länder, ein nicht geringes Motivationselement, wird HER von den Ferien und Dolce Vita Erfahrungen generiert als durch kulturelle Perspektiven. Eine große Rolle spielt sicher auch die derzeitige Depression, die über Europa liegt. Solche gefühlsbetonten Tendenzen sind im Allgemeinen Gift für das Sprachenlernen. Als ZB irgendwelche Rodais türkisch Arbeiterkartier anzündeten, das war vor ein paar Jahren, ging innerhalb von wenigen Monaten das Sprachenlernen der Deutschen Sage und Schreibe 20% zurück, ein Rückgang, der sich erst im Lauf von 2 Jahren wieder erholt. Ein noch älter Beispiel. Allein italienischer Ministerpräsident 1989, als die Vereinigung der beiden Deutschlands zur Diskussion stand, sagte, 2 Deutschland seien ihm lieber als eines, ging das Italienisch Lernen in Deutschland signifikant zurück. Ich glaube also, dass es gut ist, sich über Konzept, Verbesserungen des Sprachenlernens zu unterhalten und sie möglichst weit zu entwickeln. Was aber eine Änderung der Institutionen, der didaktischen Ordnung und dergleichen angeht, bin ich im Augenblick skeptisch. Jedenfalls in Deutschland scheint mir der bildungspolitische Immobilismus gerade beängstigend zu sein. Ich könnte mir aber vorstellen, dass ein neuer Aufbruch zu einem gemeinsamen Europa erschien und den möglicherweise emphatisch Bejahung der Europäer zu ihrem großartigen Kontinent einen Schub für das Sprachenlernen bringen könnte, bei dem dann die Gestaltung bildungspolitischer Konzepte und Didaktiken für das Sprachenlernen mit allen Folgen für Unterricht und Sprachkompetenz einlechtes wäre. Le Lycée international de Saint-Germain-en-Laye, une expérience du plurilinguisme. Yves Lemaire. Ayant accueilli ses 8 premiers élèves en janvier 1952 et étant aujourd'hui au centre d'un réseau d'environ 4000 élèves, l'expérience du lycée international semble dater historiquement, mais son succès demeure. Elle semble limitée à certains publics, mais s'ouvre à une grande diversité. Elle n'est sûrement pas un modèle mais reste emblématique des sections internationales et du diplôme qui les couronne, l'OIB, option internationale du baccalauréat. Le lycée tente de répondre au double enjeu de la globalisation, nos élèves ont vocation à venir du monde entier et à y retourner, et de la problématique communication-culture, la réponse du double enseignement englobant les deux. Il est fondé sur 3 principes, l'enseignement intégré, la pluralité des langues, la reconnaissance de l'altérité culturelle. L'enseignement intégré. La volonté des fondateurs du lycée a été d'éviter la juxtaposition d'écoles nationales et de créer une véritable école internationale. Le temps des élèves se partage donc entre l'enseignement français pour tous et une part importante, 6 à 8 heures par semaine, accordée à l'enseignement national. 2 disciplines, langue et littérature, histoire-géographie, enseignées sur programmes nationaux par des professeurs étrangers, et trouvant leur certification dans 2 épreuves spécifiques de l'OIB affectées d'environ un tiers des coefficients. L'enseignement intégré ne vise pas l'intégration des élèves, mais leur acculturation en français avec le maintien de la culture d'origine.
Un des fondateurs du lycée pouvait écrire : Nous ne cherchons pas à supprimer les différences, mais à accuser les ressemblances. Sont à l'œuvre dans le lycée plusieurs États et plusieurs systèmes éducatifs. Interagissent de nombreuses pratiques pédagogiques, en particulier sur les rapports entre l'oral et l'écrit, le travail en groupe, l'importance des pratiques théâtrales. On pourrait développer chacun de ces aspects, mais chacun comprendra les enjeux de notre système, d'autant plus qu'il faut avoir l'esprit que chaque section nationale est en fait internationale. Par exemple, la section américaine regroupe sur son programme des élèves d'environ 30 nationalités. La pluralité des langues. Le français est la langue commune à tous les élèves, quel que soit le niveau atteint par chacun. Il est la véritable langue internationale du lycée, et joue constamment son rôle de médiateur. Les 12 sections allemandes, américaines, britanniques, danoises, espagnoles, italiennes, japonaises, néerlandaises, norvégiennes, polonaises, portugaises, suédoises offrent dans leur langue un programme de bon niveau. À cela s'ajoute, dans le cadre de l'enseignement français, l'apprentissage comme LV1, 55.2 ou 55.3 de l'anglais, l'allemand, l'espagnol, l'italien, le russe. Certaines sections ont par ailleurs développé des structures spécifiques pour des élèves français ayant l'ambition du bilinguisme, classe d'allemand spéciale, classe d'accueil de la section britannique. Nos élèves atteignent donc un niveau de bi- ou trilinguisme dans un environnement multiculturel. Principes pédagogiques et activités culturelles. Nos valeurs pédagogiques de base concernent la précocité des apprentissages, organisée depuis la maternelle et fondement d'un continuum pédagogique allant jusqu'au baccalauréat. L'authenticité de l'enseignement national, que les professeurs soient nommés par leurs États d'origine ou recrutés par des associations de parents d'élèves. L'importance accordée au français spécial, FLE, à la fois pour les élèves et leurs parents dans le cadre de la formation continue. Des évaluations non uniformes tenant compte des différentes cultures scolaires et des passés des élèves. La vie culturelle vise un triple objectif. L'immersion dans la culture française, par exemple, participation au concours des lycéens, aux travaux du comité consultatif d'éthique. Le respect de la culture d'origine, exposition, représentation théâtrale, partenariat avec les centres culturels étrangers établis à Paris. Un effort pour établir l'interculturalité. Chacun est invité aux activités de l'autre. Développement d'un espace interculturel, dédié cette année à Andersen, Dada. Appui donné aux associations généralistes qui regroupent toutes les sections autour d'une même thématique. Dans un système aussi varié et au-delà même de l'apprentissage des langues vivantes, en fin de compte, chaque élève est tenu de pratiquer 4 langues au moins. C'est la richesse culturelle qui est l'horizon de notre action dans un établissement où personne n'a le dernier mot et où la diversité n'est pas une difficulté mais un levier. Plurilinguisme, PLURILINGUISMES. Christophe Campos. J'interviens en tant que membre fondateur et président d'honneur du Forum des langues européennes à Paris, et comme ancien directeur de l'Institut de l'Université de Londres à Paris, anciennement Institut britannique de Paris. Ces quelques remarques sont alimentées par ces 2 cadres, ainsi que par mon expérience personnelle d'anglo-français aux origines espagnoles ayant vécu et travaillé, entre autres, en Irlande et en Norvège. Le plurilinguisme est une notion à la mode. Il semble répondre à la politique linguistique de l'Union européenne, et dans une certaine mesure, au concept d'une Europe des nations. Il sous-tend un développement efficace de la richesse d'un continent marqué par la diversité culturelle. Je ne doute pas qu'un citoyen européen digne de ce nom doive savoir au moins 2 langues en plus de sa langue maternelle. C'est d'ailleurs ce à quoi œuvre le forum dont je fais partie, qui est une réunion d'instituts culturels enseignant les langues européennes. Toutefois, nous ferions bien de préciser un certain nombre de choses et de poser un certain nombre de questions pour que le contenu de cette notion soit clair. Premièrement, nous sortons à peine, nous autres Européens, de 2 siècles de lavage de cerveau concernant nos langues nationales, suite à la construction des nations européennes au XIXe siècle. Ceux qui ont fabriqué les notions de France, d'Italie, de Grande-Bretagne, d'Allemagne ont opéré avec une panoplie d'attributs identificateurs. Pour que la nation devienne nation, il lui fallait obligatoirement se donner un drapeau, une capitale, une culture, un mythe de fondation, une langue. Selon le pays en question, des académies,
des ministères de l'éducation, des mouvements politiques ont travaillé à la définition et à la codification d'une langue nationale. Lorsqu'on nous apprenait la géographie de l'Europe dans les lycées de la 4e République, les cas de la Belgique et de la Suisse, qui n'avaient pas réussi à se donner une seule langue, étaient présentés avec un sourire. Ces pays pittoresques et mal léchés auraient quand même mieux fait d'unifier leur parler. Or ils font maintenant figure de précurseurs. D'ailleurs, au-delà des propagandes nationales, les linguistes savaient déjà, sans toujours se l'avouer ou oser le dire haut, que la carte linguistique de l'Europe correspondait très mal à sa carte politique. D'une part, certaines langues étaient parlées dans plusieurs États avec seulement des variantes de surface, l'allemand dans une dizaine d'États, l'anglais dans 2 États, le français dans 5 États, le néerlandais dans 2 États, le hongrois dans 3 États, etc. D'autre part, à l'intérieur des territoires nationaux, on rencontrait des langues régionales qui pouvaient être considérées comme des dialectes de la langue nationale, le gallois, le catalan, le westphalien, des langues régionales qui en étaient très éloignées ou tout à fait coupées, le basque, le lapon, et même des langues administratives ou politiques, le latin, le nouveau-norvégien employé dans le cadre de ce que certains appellent un colinguisme. La question des langues dites régionales en particulier s'est accentuée, pour des raisons tenant seulement en partie à l'unification de l'Europe, au cours du demi-siècle que nous venons de vivre. Dans ces conditions, que devons-nous entendre par plurilinguisme ? Serait-il limité à la connaissance de 2 ou plusieurs langues nationales européennes, en plus de la sienne ? Ou peut-on inclure dans le compte des dialectes, des langues supranationales, des langues qui ne sont ni l'un ni l'autre ? Une Suédoise qui parle suédois, basque et anglais, pratique-t-elle le plurilinguisme au même titre qu'un Irlandais qui parle anglais, gaélique irlandais et gaélique écossais ou qu'un Hongrois qui parle français, hongrois et allemand ? Pour répondre, il faut poser la question des usages que l'on compte faire de ces langues, dont je souhaite qu'elles ne soient pas oubliées dans nos débats. Je vais de nouveau parler de moi, car je considère que je fais l'européen et dûment, mais que mon profil linguistique est très différent de ce que l'on croit sous-entendre lorsqu'on dit qu'il faut parler plusieurs langues. Je suis équilingue en anglais et en français, ayant été élevé en partie en Angleterre et en partie dans une colonie française, et ayant pratiqué les 2 langues dans un contexte éducationnel et professionnel. Je parle espagnol, mais je ne saurais improviser une allocution comme celle-ci en espagnol. Il me faudrait l'écrire et puis la lire, même si je lis facilement l'espagnol de tout registre et que je m'en sers dans des conversations quotidiennes en Espagne. Je lis et je comprends également le valencien et le catalan courant, mais je ne saurais les parler. Je parle norvégien, et je le comprends et le lis dans un contexte quotidien, mais je dois m'armer d'un dictionnaire pour lire les articles de ma fille dans un journal d'Oslo. Mon allemand me permet de lire un article scientifique, un journal, un horaire ferroviaire, un site internet et de commander un café, demander le chemin mais pas plus. Je lis les journaux italiens en Italie et je comprends l'italien courant grâce aux nombreux films que j'ai vus en VO, mais si je prends la parole, je mélange l'italien et l'espagnol. En somme, je suis en un sens plurilingue, mais à condition de définir de façon très précise des compétences actives et passives, écrites et orales, abstraites et concrètes, courantes et scientifiques. Ce point de vue n'est pas original, puisque le projet de portefeuille linguistique du Conseil de l'Europe y répond. Cependant, il a besoin d'être souligné au niveau de la formation, car les apprenants, surtout les adultes, ont tendance à vouloir maîtriser une langue étrangère qu'ils veulent parler, et à poursuivre leurs efforts sans analyse précise de besoins et au détriment de la 2e et de la 3e langue auxquelles ils auraient pu s'initier. C'est que la langue est intimement liée à la personnalité, et l'on sent bien qu'investir dans une 2e langue représente un développement de cette personnalité qu'on veut voir épanouir. Les responsables de formation dans les entreprises connaissent bien le phénomène des cours de langue confort. C'est aussi, notamment dans des pays comme la France où la langue nationale est strictement codifiée, que l'enseignement des langues étrangères a longtemps insisté sur leurs difficultés, leur complexité, au risque de constituer en fin de compte une mise à distance plutôt qu'une familiarisation. Cela est très net en France chez les adultes qui se remettent à une langue après avoir été en situation d'échec dans ce domaine au collège. Le plurilinguisme bien compris n'est pas desservi par le désir de perfection. Autrement dit, des occasions doivent être créées pour que les apprenants puissent se lancer dans un nouvel espace linguistique et y vivre dangereusement.
Cette fonctionnalité est d'ailleurs une caractéristique du plurilinguisme naturel de l'humanité, mise à l'ombre en Europe par l'ère des États-nations dont nous commençons à émerger, sans que toutes les implications de cette évolution soient comprises ou du moins confrontées. Une de mes grand-mères, qui habitait un petit village d'Algérie, illustre pour moi ce qui se passe naturellement dès que la langue qu'on parle n'est pas particulière à la tribu, au village, au quartier où l'on vit, dès qu'il y a brassage de populations et développement d'échanges commerciaux et de besoins administratifs plus larges. Elle parlait le valencien avec ses parents, le castillan avec sa belle-mère, le français à la poste, à la mairie et avec ses enfants et petits-enfants qui allaient à l'école de la République, un dialecte berbère avec son voisin boucher. Elle comprenait dans une certaine mesure le latin à l'église, et elle négociait en arabe avec certains commerçants du marché. Elle lisait l'espagnol et le français, mais elle n'écrivait que le français. Ce type de plurilinguisme de terrain, bien différent de la version abstraite que nous proposons parfois sans y réfléchir à nos apprentis européens, caractérise aussi des populations plus vastes pratiquement partout dans le monde et dans l'histoire. Il peut y avoir, simultanément et sans atteinte à l'intégrité des États, des langues administratives, le latin dans l'Empire romain, le mandarin, le français en France à partir du XVIe siècle, des langues de prestige, le grec parmi les Romains éduqués, l'italien dans le Paris de la Renaissance, des langues de commerce, le néerlandais, le portugais et l'anglais après les voyages de découverte, des langues de culte, le latin de L'. Église chrétienne, le russe, véhicule du marxisme-léninisme, des langues de culture, le français en Europe au XVIIIe siècle, l'arabe classique, des langues scientifiques. Le latin pour Descartes et Newton, l'allemand dans les milieux universitaires au XIXe siècle, des langues de travailleurs en insertion, l'arabe, le turc, l'ourdou, le swahili, etc. Dans l'Europe actuelle, la liste peut se prolonger. Est-ce d'un tel plurilinguisme qu'il doit s'agir en Europe ? Ou va-t-il choquer ceux d'entre vous qui est encore attachés à l'association entre langue, État-nation et culture nationale ? Voilà une question qui est posée, mais non résolue par la prise de position officielle de l'Union, selon laquelle il faut préserver la diversité linguistique et culturelle des États membres. Ma dernière question, qui découle de la précédente, concerne la position de l'anglais. Lorsqu'on me parle de plurilinguisme, en France et en Allemagne surtout, on me dit presque dans la phrase suivante qu'il faut lutter contre le tout anglais. Ce qui se présentait comme une volonté d'ouverture apparaît tout à coup comme une position de défense. Personnellement, cela me déplaît d'assister à l'anglophonie agressive des touristes et autres Américains, ou à l'inconscience avec laquelle la plupart des Britanniques se replient dans un monolinguisme qui sera pour eux un facteur de décadence. Mais une résistance sans nuance me paraît bornée. Les linguistes savent que de tout temps des langues parlées sur une large envergure ont influencé les autres. Ils savent aussi que les importations de mots ne posent aucun problème de fond à condition que la langue réceptrice conserve sa syntaxe et sa vigueur lexicale, ce qui est le cas de toutes les langues européennes, parmi lesquelles l'italien et l'espagnol, par exemple, s'accommodent fort bien de mots anglais naturalisés. Ils savent enfin qu'on n'indique pas de tels mouvements par des préceptes ou des lois, sauf en ce qui concerne la langue administrative du législateur même. Reste le ressentiment d'une autre nature à l'égard de l'emploi de l'anglais dans certaines circonstances ou pour certaines fonctions, qui se comprend mieux, à la condition qu'il ne s'agisse pas de vouloir transférer ce même statut à une autre langue. Or, si le plurilinguisme, comme je l'ai dit à l'instant, se pratique naturellement en prêtant certaines fonctions à certaines langues, alors on ne voit pas pourquoi l'anglais, ou toute autre langue européenne, ne pourrait pas être employé dans tel ou tel secteur. Les conversations entre contrôleurs aériens et pilotes ? Les négociations commerciales ? Le tourisme ? Les brevets internationaux ? Les agences internationales de presse ? Cela fait sans doute beaucoup de secteurs pour une langue, mais une réflexion sur le plurilinguisme qui ne serait pas purement défensive devrait être capable d'envisager d'autres fonctions pour d'autres langues. Le plurilinguisme, du mythe à la réalité. Charles-Xavier Durand. La langue fait partie de l'outillage mental. Bien qu'universelle, c'est une société particulière qui a engendré chaque langue pour que ses membres puissent communiquer. Toutefois, son rôle va bien au-delà puisqu'elle sert aussi à penser. La pensée se construit obligatoirement à travers la langue, si on veut la communiquer.
Or, structure, syntaxe, grammaire et vocabulaire sont bien évidemment différents d'une langue à l'autre et surtout, d'une famille linguistique à une autre, comme on s'en rendrait compte si l'on comparait français et japonais par exemple. On ne pense pas de la même manière dans deux langues différentes, car les éléments d'information sont introduits non seulement dans un ordre différent, mais aussi à l'aide de structures différentes et avec des exigences différentes de précision. Chaque langue permet un découpage spécifique de la réalité, puisqu'il est bien connu que pour chaque mot qu'un dictionnaire bilingue contient, il existe plusieurs choix possibles dans l'autre langue suivant le contexte. Apprendre une langue signifie acquérir ses structures et son vocabulaire suffisamment pour que de simples réflexes puissent les exploiter, mais ce n'est pas tout. Elle permet aussi de comprendre les schémas mentaux de ces locuteurs natifs qu'ils sont eux-mêmes obligés d'utiliser pour leur propre communication, mais il faut également découvrir la culture associée à la langue puisque la langue y fera constamment référence. Basculer de la langue maternelle à une autre requiert de pouvoir se couler dans un mode de pensée différent pour communiquer, et en faisant constamment référence aux divers éléments de l'ensemble de la culture que cette dernière sous-tend. Pourquoi le plurilinguisme ? Le plurilinguisme est associé à l'idée de paix, d'intercompréhension entre les peuples, de respect des diverses cultures, de coopération internationale et d'ouverture au monde dans une perspective d'enrichissement personnel. Plus particulièrement en Europe, on estime qu'il est l'une des conditions pour garantir la paix entre des peuples qui se sont fréquemment combattus jusqu'au milieu du XXe siècle. Où se trouve le plurilinguisme ? Il existe un grand nombre de pays officiellement plurilingues, les Indes, de nombreux pays d'Afrique, certaines îles des Caraïbes, etc. En Europe, le plurilinguisme officiel est souvent l'apanage des petits pays. Le Luxembourg avec le français, l'allemand, le luxembourgeois, la Suisse avec l'allemand, le français, l'italien et l'anglais, Andorre avec le français, l'espagnol et le catalan, Monaco avec le français, l'italien et l'anglais, etc. Les limites du plurilinguisme. Il est rare de voir des enfants jouer dans une cour de récréation en plusieurs langues, même dans les pays officiellement plurilingues. Si l'on se focalise sur la moyenne de la population de ces pays, on se rend compte que le plurilinguisme réel est beaucoup plus modeste que le plurilinguisme officiel ou que celui de quelques rares élites. En Suisse par exemple, les intellectuels ont généralement une bonne maîtrise d'une seule autre langue nationale en plus de leur langue maternelle, le français pour les alémaniques par exemple, l'allemand pour les Suisses romans, le français pour les italophones. Même si plus de 2 langues sont parlées, elles le sont souvent dans un contexte restreint tel que la vente au détail, les services hôteliers, la restauration, les services bancaires, etc. Il faut cependant noter que depuis toujours, dans le cadre professionnel, le plurilinguisme n'est presque jamais assuré par la même personne. S'il existe des besoins dans les langues A, B, C et D, il y aura une ou plusieurs personnes pour la langue A, d'autres pour la langue B, etc. Sans aller plus avant dans l'examen de la situation des pays officiellement plurilingues, il apparaît pertinent de se pencher sur la situation des pays officiellement bilingues. Au Canada, par exemple, 40% de la population québécoise se déclare bilingue et pourtant, il existe toujours de sérieux problèmes d'incompréhension et des revendications entre les populations francophones et anglophones. On pourrait faire des observations similaires en Belgique. La connaissance réciproque de la langue de l'autre ne garantit nullement la paix entre deux peuples. L'excellente connaissance de la langue allemande à travers de larges sections de la société française avant 1914 et 1939 chez les militaires, les scientifiques, les hauts responsables politiques, n'empêcha nullement les 2 dernières guerres mondiales, pas plus que l'immersion des câbles téléphoniques sous-marins transatlantiques ne permirent une meilleure compréhension réciproque entre les divers pays américains et européens. Bismarck parlait et écrivait un français impeccable, ce qui ne l'empêcha nullement d'engager son pays dans une guerre contre la France. Jusqu'au début des années 30, le français demeura langue diplomatique et l'une des grandes langues de culture pour l'intelligentsia allemande, ce qui n'empêchait pas l'ambassade d'Allemagne à Tokyo de monter régulièrement de violentes diatribes contre la France pour la discréditer aux yeux des Japonais, comme le fait remarquer Paul Claudel dans sa correspondance diplomatique. Une parfaite intercompréhension entre Chiang Kai-shek et Mao Tse-tung, tous les deux chinois, n'empêcha nullement la guerre civile en Chine.
Il en fut de même entre le général Franco et Dolores Ibarruri dans l'Espagne de 1936. Le fait que de nombreux cadres irakiens connaissent bien l'anglais n'a pas désamorcé les volontés guerrières du clan Bush. Oussama Ben Laden parle anglais couramment, ce qui ne l'empêche pas de brûler de haine vis-à-vis du monde anglo-saxon. La pratique opposée à la théorie. Cherchons-nous un plurilinguisme européen ou mondial ? Dans le domaine scientifique, s'il suffisait d'avoir une compréhension passive de 3 langues, allemand, français, anglais, et d'en parler au moins une pour participer à un congrès scientifique au début du XXe siècle, comment aujourd'hui, au début du XXIe siècle, ne pas inclure à cette liste le japonais, le chinois et le russe, langues dans lesquelles il existe une production scientifique considérable ? Quel niveau doit-on atteindre dans la maîtrise d'une langue étrangère, et quels efforts doit-on y consacrer ? Dans des circonstances officielles où le formalisme est de rigueur, un locuteur non natif qui ne maîtrise pas parfaitement la langue dans laquelle il s'exprime est en situation d'insécurité linguistique, d'infériorité verbale quand elle ne l'expose pas au ridicule, qu'il en soit conscient ou pas. Si l'on veut éviter cette situation, François Grain de l'Université de Genève et qui est spécialisé en économie des langues, estime, pour la seule langue anglaise, qu'une égalité totale avec un locuteur natif anglophone pour comprendre, pour s'exprimer lors d'un débat public ou dans le cadre d'une négociation, demanderait à un locuteur d'une autre langue indo-européenne un investissement total de 12 000 heures d'études et d'apprentissage. Pour quelqu'un qui étudie cette langue à raison de 4 heures par semaine, 10 mois par an, cela ne représenterait pas moins de 75 ans. De toute évidence, cette seule observation va limiter considérablement les perspectives d'un plurilinguisme de fait. Qui détermine la politique linguistique en France ? Quiconque détermine les choix linguistiques en France ou ailleurs pour les autres faits de la politique linguistique. Le PDG qui prescrit l'usage préférentiel d'une langue étrangère pour certaines activités internes dans une compagnie privée, le haut fonctionnaire qui accepte des rapports de la Commission européenne rédigés dans une langue autre que sa langue nationale et celui qui ne les accepte pas, les responsables de L'. Évaluation scientifique de la recherche qui donne plus de poids aux publications rédigées dans une langue étrangère aux dépens de celles qui sont rédigées dans la langue nationale, ceux qui, au contraire, veulent renforcer l'usage des langues nationales, les juges qui doivent trancher sur des infractions aux lois linguistiques éventuelles, etc. Il s'agit dans tous les cas de personnes qui ont le pouvoir d'imposer directement ou indirectement leurs directives ou leurs préférences, en l'absence de débat démocratique sur la question. Dans tous les cas, ces postes de pouvoir ne sont attribués qu'à des personnes qui ont fait... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.